La coalition a pensé, a cru que l'opposition allait peut-être finalement voter quelques députés, hein, il n'en fallait pas beaucoup, ça n'a pas été le cas. Et là, de ce point de vue-là, je dirais qu'on est dans une phase de confrontation. Professeur Denis Charbit, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On a bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre un peu ce qui est en train de se passer au sein de cette coalition gouvernementale. Je vais essayer de brosser un petit tableau rapide. On avait le sentiment que le gouvernement fonctionnait pas mal ces 3 premières semaines, mais on constate qu'il y a de très sérieux problèmes, de ces très sérieux grincements de dents au sein de la coalition gouvernementale et que cette coalition n'arrive pas à concrétiser, n'arrive pas à faire voter des lois, même des lois qui pourraient paraître triviales dans la réalité israélienne. Comment expliquer cet échec de la coalition gouvernementale, en particulier autour de la fameuse loi sur le regroupement familial, ou que l'on appelle également la loi sur la citoyenneté ? Oui, effectivement, je dirais qu'il était assez prévisible que sur les sujets les plus chauds, là où précisément les écarts entre l'aile droite du gouvernement et l'aile gauche et l'aile arabe du gouvernement, les tensions, les divisions sont les plus fortes. On pouvait s'attendre effectivement à ce que les choses soient compliquées. Alors, c'est pas faute d'avoir essayé, parce que je crois qu'il faut quand même remarquer, au départ, c'était l'attitude du Meretz et même du Parti travailliste et des membres du RAM et tout le Parti RAM qui ont annoncé qu'ils refuseraient de prolonger cette loi qui leur apparaît violer un droit fondamental de la personne humaine, à savoir le fait de pouvoir donner à son conjoint la nationalité dont il dispose. Il y a eu un compromis, et je crois qu'il faut féliciter de ce point de vue-là, je dirais, une autre manière de penser la politique, c'est-à-dire quand au sein d'un gouvernement il y a des dissensions, c'est par la concertation qu'on arrive à produire quelque chose qui tienne un peu plus compte des sensibilités différentes, divisées, opposées, qui existent au sein du gouvernement. Alors, et même cela n'a pas suffi. Voilà, cela n'a pas suffi, puisque nous avons eu en fait 3 défections, et n'oublions jamais que nous sommes dans une coalition, qui fonctionne avec une majorité très étroite. Ça n'a pas suffi, puisque, je donne l'information, puisque d'une part, le Parti RAM, nous avons eu 2 députés qui ont finalement décidé de s'abstenir, ne sont pas opposés, mais se sont abstenus, et nous avons eu Amichai Shikli, lui qui carrément, de Yemina cette fois-ci, qui lui carrément s'est opposé. Et le résultat, ça a donné le résultat qu'on sait, 59 contre 59. Or, vous le savez, il faut avoir une voix de plus pour entériner un projet de loi. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre, par exemple, à ce que, du compte tenu, je dirais, des améliorations apportées à la loi, dans le sens des revendications, je dirais, humanitaires du Meretz et du parti de Mansour Abbas, on aurait pu s'attendre peut-être à ce que 1 ou 2 députés de la liste arabe unifiée s'abstiennent, quitte à ne pas voter pour, mais au moins s'abstiennent. Eh bien non, on est arrivé à un match nul. Pourquoi ? Eh bien parce que finalement, tout va être maintenant de nouveau sur la table. Il faut également ajouter que la coalition a cru que l'opposition allait peut-être finalement voter, en tout cas quelques députés, il n'en fallait pas beaucoup, ça n'a pas été le cas. Et là, de ce point de vue-là, je dirais qu'on est dans une phase de confrontation entre l'opposition et le gouvernement. Le sentiment qu'a l'opposition, peut-être à juste titre, que ce gouvernement est faible, que ce gouvernement n'en a pas pour longtemps, et donc pas de quartier. Vous savez, si vous prenez les décisions de la Knesset de 1949 à aujourd'hui, très souvent, l'opposition n'a pas hésité à apporter ses suffrages. Là, comme en plus c'était une question présentée comme sécuritaire, il y a eu, je dirais, peut-être une naïveté de la part du gouvernement de penser que, si la sécurité n'est pas une affaire de gauche et de droite, mais une affaire qui transcende les divisions politiques, on a compté là-dessus, et là aussi à tort. Voilà, donc je dirais, bien sûr, c'est un je sais pas si c'est un faux pas, mais en tout cas, c'est un échec. Vraisemblablement, il faudra faire un nouveau texte.
qui tiennent compte un peu plus des sensibilités des uns et des autres. Ça ne va pas être facile, mais je dirais quand même, pour terminer sur cette question-là que vous m'avez posée, je dirais qu'il y a quand même au moins deux choses qui sont peut-être positives dans cet échec-là. La première, c'est que voilà une loi, ou plutôt un ordre temporaire qui était reconduit tous les ans, en gros, dont personne n'avait entendu parler. On savait globalement, certainement, des étudiants en droit, parce que la Cour suprême avait été divisée, il y avait une majorité de 6 juges contre 5, mais estimait que cette loi était vraiment très problématique, mais globalement, l'opinion publique n'en était pas informée. Eh bien là, le débat qu'il y a eu, le débat dans la presse, le débat à la télévision, a permis d'éclairer l'opinion publique sur une situation, alors qu'on soit favorable ou qu'on ne soit pas favorable. Et j'ajouterais d'ailleurs, dans le même esprit, la déclaration de Yair Lapid, disant, vous savez, il faut dire les choses clairement, ce n'est pas une affaire de sécurité, c'est une affaire de démographie. Eh bien, je dirais que cette transparence-là dans le débat, eh bien, pour moi, vu comme observateur, je trouve que c'est une bonne chose pour la démocratie. Ça a permis de rendre visible quelque chose qu'on votait automatiquement sans s'interroger sur les conséquences, les problèmes, que ce soit les problèmes de sécurité ou que ce soit au contraire les problèmes humanitaires posés par cette loi. Et je dirais que de ce point de vue-là, le Parlement a fait son travail, même si, bien entendu, le gouvernement n'en est pas tout à fait satisfait, puisqu'il se retrouve alors avec une situation nouvelle qui ne va pas changer grand-chose dans l'immédiat, même si maintenant des demandes vont pouvoir être déposées par ces couples-là dont le statut est inégal. Mais je dirais qu'en termes de débat démocratique, on y a beaucoup gagné. Ça a permis aussi, dernier point, de révéler, je dirais, encore une fois, comme observateur de la vie politique, la tension qui existe au sein de l'opposition et au sein du gouvernement entre des convictions idéologiques et la volonté soit de maintenir le gouvernement ou au contraire la volonté de l'abattre. Parce que qu'on le veuille ou non, que la liste arabe unifiée ait voté contre, c'est normal puisqu'elle était contre cette loi, elle était et politiquement étant dans l'opposition et contre la loi de manière fondamentale, elle a joué son rôle jusqu'au bout. Le Likoud et les partis religieux qui ont voté contre sont dans une contradiction entre une loi qu'ils ont tolérée, qu'ils ont reconduite depuis 18 ans déjà, et là, une logique politique qui fait qu'ils n'ont pas voulu apporter leur suffrage, et inversement, je dirais que pour le Meretz, qui a souhaité que le gouvernement, bien entendu, réussisse dans cette entreprise, avec des petits aménagements, mais qui effectivement n'ont pas suffi. Donc je dirais que de ce point de vue-là, le bilan... Alors je voudrais vous poser une question de principe. Lorsque l'on est dans une situation, on est dans un régime parlementaire, on est dans une situation presque sans précédent, dans laquelle on voit un gouvernement qui a été formé, on va dire, sans le moindre socle idéologique commun, on est d'accord sur ce principe. Est-ce que il est légitime pour un parti comme le Likoud de jouer le jeu du Parlement en tant qu'opposition, d'être une opposition systématique à toute décision du gouvernement? Est-ce que c'est quelque chose de légitime ou alors finalement, dans ce contexte, comme vous l'avez dit, on devrait compter sur un soutien du Likoud, même parce que c'est une question de sécurité ou une question démographique. Est-ce que finalement le Likoud n'a pas fait autre chose que jouer son jeu d'opposition face à une responsabilité intégrale de la coalition dans le cadre de cette loi? Je pense que ça fait partie de... Vous avez exactement, Daniel, présenté le dilemme ou les options qui se présentent devant une opposition. La première, c'est quand bien même le texte voté est absolument remarquable, extraordinaire, formidable, etc. Mais comme c'est le gouvernement qu'il présente et qu'on a le sentiment qu'il pourrait perdre une bataille, eh bien, c'est de dire qu'importe l'idéologie, qu'importe le soutien, nous allons... c'est ce qu'on a tout de suite vu, l'image est très frappante, on voit la droite applaudir et on voit Ayman Oudeh et Ahmed Tibi applaudir également. C'est des choses auxquelles on n'est pas beaucoup habitué, mais ça fait partie aussi de la vie démocratique et politique de retrouver des alliances insoupçonnables quelques semaines ou quelques mois auparavant. Mais
bien entendu que si le Likoud a le sentiment, et c'est le cas, il a le sentiment que le gouvernement est fragile, le gouvernement sur des dossiers de ce genre ne peut pas assurer, je dirais, une cohésion parfaite, eh bien, ils vont continuer. Non seulement ils l'ont fait, mais ils vont continuer. Il me semble. Alors, je vois mal le Likoud poser, je ne sais pas moi, déposer des projets de loi qui iraient en faveur de la gauche, mais je les vois très bien en revanche faire des tas de projets de loi concernant, je ne sais pas moi, la réglementation des implantations, etc., pour obliger en quelque sorte tous ceux qui sont à droite dans ce gouvernement, eh bien, d'être mal à l'aise parce qu'ils vont être obligés de voter contre ou de s'abstenir, quand bien même idéologiquement parlant. Encore une fois, c'est exactement ce que je soulignais, c'est le fait qu'il y a une logique institutionnelle. On a un rôle d'opposition. Le rôle de l'opposition, c'est que le gouvernement puisse, alors non pas tomber parce qu'on ne tombe pas, parce que voilà, hier, c'est pas la démission du gouvernement, c'est pas une motion de censure, il n'y a pas 61 députés qui ont voté pour, mais en revanche, c'est mettre mal à l'aise le gouvernement, accumuler échec sur échec, et puis il y aura d'autres circonstances où effectivement peut-être que l'emportera, comme en général c'est le cas. Si vous prenez encore une fois les résultats de tous les projets de loi qui ont été votés par la Knesset, vous verrez que très souvent l'opposition rejoint le gouvernement, une partie en tout cas, parce qu'on est là aussi pour légiférer indépendamment du fait que vous êtes dans une coalition ou dans l'opposition. Là actuellement on voit bien que, Netanyahou, à la tête de cette opposition, dope en quelque sorte les membres qui sont derrière lui, et il parvient, puisque, qu'on le veuille ou non, tout échec du gouvernement, c'est une victoire de l'opposition, et donc, et quelle que soit la motivation, et à eux de s'expliquer devant vous, devant d'autres journalistes, sur le fait qu'ils ont refusé de prolonger ce qu'ils ont prolongé il y a 18 ans. Alors, c'est vrai que sur le plan de la morale politique, je dirais que on paye le prix, me semble-t-il, de ces 2 années de vie politique très difficile que l'on a traversées, où une promesse n'en est pas une. On a beaucoup reproché à Bennett de s'être engagé à ne pas siéger avec Lapid, et voilà qu'il l'a fait. On pourrait dire, on pourrait trouver 1000 déclarations de gens du Likoud disant, est-ce qu'une seule fois vous oseriez ne pas prolonger cette loi? Oui, alors ça c'est clair. Je voudrais peut-être, Denis, il nous reste 1 minute, je voudrais avoir votre avis sur la question. Est-ce que ces indices, ces premiers échecs de la coalition laissent présager que celle-ci aura beaucoup de mal à tenir le coup? Alors finalement, la structure aujourd'hui parlementaire est telle que pour destituer un gouvernement, pour faire chuter un gouvernement, eh bien, ça sera quasiment impossible aussi du côté de l'opposition. Alors, il faut 61 députés, ça c'est quand même, et là on n'en est qu'à 59, premièrement, et je dirais deuxièmement, jusqu'au budget, jusqu'au vote du budget, cette instabilité dont on a pu se rendre compte sera perceptible, et on l'a vu dans les votes encore qu'il y a eu hier soir, certains sont passés, d'autres ne sont pas passés. C'est vrai que les clivages idéologiques qui fait qu'une partie du gouvernement est de cœur avec la tendance de l'opposition, donc à droite, fait qu'on pourra trouver des situations de ce genre. Mais je pense qu'après le vote du budget, les choses vont se stabiliser et on verra l'effet dans l'opinion. Eh bien, professeur Denis Charbit, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir aidé à clarifier cette situation un peu embrouillée, on va dire un peu complexe dans la réalité parlementaire israélienne. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.